Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce café économique virtuel qui va aborder en une trentaine de minutes environ quelques-uns des enjeux liés à la transformation numérique de l'action publique. Je suis Frédéric Copy du CIRCOM en charge des cafés économiques de Bercy. C'est un dispositif qui a vocation, dans le cadre de rencontres physiques ou de virtuelles comme aujourd'hui, de pouvoir croiser les regards d'experts autour de différentes thématiques économiques en lien avec les politiques publiques qui sont portées notamment par les ministères économiques et financiers, et le numérique en fait partie. Donc n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, nous les relayerons pendant ce direct, si vous en avez, afin que nos experts puissent y répondre. Quelques mots en introduction rapidement pour poser le cadre général à nos échanges avant de donner la parole à nos deux experts ici présents. Vous savez que les administrations sont engagées déjà depuis plusieurs années dans des projets de transformation qui visent à simplifier et à améliorer l'action publique. Quatre dates clés simplement pour poser le cadre. 2016, la loi pour une république numérique qui contient un certain nombre de volets liés au développement de l'économie numérique et notamment un volet sur l'open data, l'ouverture des données publiques dont on va parler tout à l'heure. Le programme Action publique 2022, là on est plutôt fin 2017, qui a pour objectif d'accélérer la transformation de toutes les administrations publiques. Octobre 2018, la stratégie pour la transformation de l'action publique qui est publiée lors du comité interministériel de la transformation publique et qui présente les grands axes en fait, de la réforme du gouvernement en la matière, des services publics plus proches des usagers, des démarches plus simples et plus accessibles, un État qui se transforme lui-même. Le numérique constitue un des volets de cette transformation et il faut aussi mentionner à cet effet, 2019, le lancement du programme TechGouv qui vise à accélérer la transformation numérique du service public. Donc pour aborder quelques-uns de ces enjeux, parce qu'on ne va pas être exhaustif évidemment aujourd'hui, quelques-uns de ces enjeux des transformations numériques en cours, nous accueillons donc deux experts. Stéphane Trenel à ma droite, administrateur ministériel des données des ministères économiques et financiers. Bonjour. Et à ma gauche, Philippe Vrignot. Bonjour. Bonjour. Directeur de projet à la direction interministérielle du numérique, la DINUM, qui est en charge de la transformation numérique de l'État. Alors, l'idée, c'est que je vais vous poser quelques questions. On peut échanger aussi autour des différentes thématiques qui vont être présentées et qu'on puisse apporter des réponses relativement courtes pour essayer quand même de faire un tour d'horizon un peu général de nos sujets. Donc avec vous, Stéphane, on va parler open data, des enjeux pour les administrations, les citoyens, les entreprises. Les ministères économiques et financiers ont marqué leur engagement dans la dynamique open data impulsée par la loi pour une république numérique que j'ai citée en introduction. Et cet engagement se traduit notamment par la mise en place d'un portail des données ouvertes, data.economie.gouv.fr. Donc la première question que je voulais vous poser, Stéphane, qui tourne un peu autour du rôle de l'administrateur des données ministérielles et de la valorisation de ces données. Quel est selon vous, justement, comment vous considérez votre rôle et pourquoi c'est important de valoriser les données aujourd'hui ? Alors, moi, je considère mon rôle comme un facilitateur, quelqu'un qui va venir expliquer en quoi la donnée au sein des différentes directions du ministère peuvent à la fois les aider eux-mêmes dans leurs travaux, dans leurs missions, et également d'apporter des données en open data que vous évoquiez sur le portail qui a été ouvert en mars de cette année, en mars 2019, où aujourd'hui on capitalise sur à peu près 400 jeux de données différents et qui sont très très larges, avec des données publiées par la Direction générale des finances publiques, par la Direction générale des entreprises, par l'INSEE. Enfin, on a énormément de directions qui publient des données sur cette plateforme et voilà, l'open data participe à un objectif de transparence de l'action publique. Très bien. Et donc, de quelle façon, justement, vous citiez quelques-unes des directions, de quelle façon vous travaillez, vous, avec les directions ou les services qui produisent ces données à Bercy, étant entendu que certaines d'entre elles ont elles-mêmes déjà un administrateur des données, je pense notamment à la DGFiP. Voilà, donc comment vous mettez en place cette collaboration, cette coordination ? Alors, au sein des ministères économiques et financiers, effectivement, il y a eu quelques initiatives dans des directions pour nommer des administrateurs, puisque très vite, ce ministère a considéré que les enjeux autour de la donnée étaient essentiels, à la fois pour leur mission, encore une fois, et également pour le public, pour les entreprises, les associations, le citoyen.
En revanche, le ministère est important. C'est un ministère où il y a à peu près 150 000 agents. Les missions sont très très larges, il y a énormément de métiers. On a fait l'INSEE, j'évoquais, on a la douane, on a la DGFiP, on a la Direction générale du Trésor, on a d'autres entités, je ne vais pas toutes les citer. Et donc on a des métiers totalement différents. Et nous, moi j'ai été nommé, donc je suis arrivé je suis un ancien du ministère, j'ai pas mal vadrouillé dans d'autres ministères. Je suis revenu en tout début avril de cette année en tant qu'administrateur ministériel de données, comme vous le disiez tout à l'heure. Et donc c'est pas une personne finalement toute seule, isolée. Moi je suis rattaché au secrétariat général qui va pouvoir mobiliser tout le ministère. Il faut, je pense, aussi être relativement humble par rapport à son action. Et donc on a souhaité mettre en place au sein du ministère une communauté la plus large possible en nommant des administrateurs, des données dans chacune des directions. Et ça, on l'a fait tout début, au cours de l'été, et on a donc on réunit régulièrement maintenant cette communauté pour avoir un vrai levier de transformation. Aujourd'hui, c'est plus facile qu'un administrateur des données au sein de l'INSEE, au sein de la DGFiP, au sein de la douane, puisse parler plus facilement à son métier. Et donc de comprendre et de pouvoir avoir les bons leviers. En revanche, nous, ce qu'on essaie, moi c'est donc ma mission, c'est d'essayer de coordonner tout cet ensemble. Puisque l'objectif, ce n'est pas forcément d'aller tous à la même vitesse, puisqu'on voit bien qu'on a des métiers différents, on a un usage de la donnée différent, donc on ne cherche pas à aller à la même vitesse. En revanche, il faut qu'on essaye d'aller au même endroit. Et ça, c'est important. Et donc, moi, mon ambition, c'est vraiment de coordonner tout cela et de faire en sorte que tout le monde progresse dans le même sens et avec ses capacités propres. Très bien. En ce qui concerne le portail data.gouv, quel est son objectif général? Parce que j'ai lu un peu dans le propos présentant la démarche que l'idée c'est de pouvoir notamment partager les données et créer de la valeur ajoutée avec les différents publics concernés. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus là-dessus? Oui, alors ce qui nous a paru important de mettre en place ce portail, c'est qu'aujourd'hui, il y a un portail national qui est proposé par la DINUM sur data.gouv.fr qui rassemble, qui référence tous les jeux de données en open data de l'État. Il nous a paru quand même assez essentiel de pouvoir permettre à des non-techniciens, à des non-experts de la donnée, de pouvoir s'approprier cette donnée. Et c'est pour ça que dans cet outil, il y a des fonctionnalités qu'on va dire de data visualisation qui permettent de prendre une donnée, d'en faire un graphique, une carte, un tableau, ce qui permet de pouvoir accéder à cette donnée. Et sur d'autres plateformes, on peut télécharger le fichier. Mais beaucoup d'entreprises, beaucoup de concitoyens ne sont pas en capacité, probablement, de pouvoir le télécharger, n'ont pas peut-être le logiciel sur leur poste de travail pour pouvoir le lire. Et donc, on trouvait qu'il y avait un frein, finalement, à l'accès aux données. Et donc, au titre de la transparence, au titre de l'accessibilité aux données, on trouvait pertinent de rajouter cette fonction de visualisation des données. Et pour nous, c'est vraiment une valeur ajoutée très très forte qu'on vous propose en fait à tous depuis mars. Et l'année prochaine, par exemple, on souhaite évidemment améliorer cette plateforme avec nos jeux de données, avec les fonctionnalités. Et donc, on va organiser des ateliers pour rencontrer les utilisateurs de cette plateforme et de voir avec eux, d'avoir cette écoute utilisateur et de l'améliorer, de mieux la référencer, d'améliorer par exemple la documentation, la manière dont on présente les données, peut-être aussi des fonctionnalités de représentation graphique. Donc voilà, donc on va travailler avec eux un peu main dans la main pour pouvoir justement toujours améliorer et proposer un service le plus performant possible. Alors ces utilisateurs justement, qui sont-ils? Est-ce que c'est les citoyens? Est-ce que c'est les entreprises? Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu, en gros, les publics concernés? Et d'autre part, quand on dit création de valeur ajoutée, est-ce que vous avez des exemples justement de la façon dont justement ces publics ont pu s'emparer de ces données pour produire quelque chose, pour l'utiliser derrière? Oui. Il y a un petit peu de tout, il y a beaucoup d'utilisateurs, on a évidemment beaucoup d'universitaires, des étudiants, beaucoup de lycéens aussi qui accèdent à de la donnée qui leur permettent justement de préparer un travail qui leur a été confié. On a à la fois aussi des entreprises qui vont venir utiliser et proposer des services complémentaires, donc ils vont prendre des données qu'on leur met à disposition sur cette plateforme, les croiser peut-être avec d'autres données pour faire des services. Et donc, juste pour donner un exemple, assez récemment, on a publié les demandes de valeur foncière, qui permet globalement, pour faire un peu simple, si on s'intéresse aux ventes immobilières dans son quartier, dans sa ville,
Et là, on a donc mis en open data une source de données qui donne, sur les 5 dernières années, toutes les ventes qui ont eu lieu en France. Et donc, ça permet de rechercher. Donc déjà, ça favorise la transparence du marché de l'immobilier. Et on sait que c'était nécessaire, puisque quand on est acheteur, on n'avait pas accès à cette information. Donc aujourd'hui, on l'a. Mais ça permet aussi à des entreprises de proposer des nouveaux services qui vont permettre de faire ces analyses et d'accompagner peut-être des potentiels acheteurs ou des potentiels vendeurs pour mieux estimer la valeur de leurs biens. Donc voilà. Donc ça permet d'apporter une transparence, un accompagnement au travers de cette donnée et pour les entreprises et finalement là, sur ce cas-là, les entreprises et les citoyens. Très bien. On sait qu'il y a une plateforme d'open data un peu générale qui s'appelle data.gouv qui existe, qui est gérée d'ailleurs à la DINUM par Etalab. Quel lien existe entre cette plateforme et le portail que vous avez lancé il y a quelques mois? Alors, on travaille main dans la main avec les équipes Etalab sur ce sujet. Ce qu'il faut comprendre, c'est que il est important pour que ceux qui produisent la donnée puissent la publier au plus proche d'eux. C'est essentiel. Et donc nous, on publie en ce sens sur notre portail. Et on référence également, de manière automatique, on référence tous nos jeux de données sur le portail national, data.gouv.fr. Ce qui fait qu'un utilisateur, quand il arrive sur notre portail, il accède à toutes les données publiées par les ministères économiques et financiers. Et puis s'il arrive sur data.gouv, sur la plateforme nationale, il accède aussi en référence à nos données et il est rebasculé quand il veut accéder à nos données sur notre portail. Donc c'est vraiment, ça favorise l'interconnexion finalement, ça favorise le parcours des personnes qui recherchent de l'information, qu'ils viennent sur l'un ou sur l'autre portail, ils finiront toujours par arriver. L'objectif c'est ça, ils arriveront toujours à trouver la bonne information qui soit de qualité, validée et accessible immédiatement. Très bien, merci pour toutes ces précisions. On va revenir avec vous tout à l'heure sur un autre volet, notamment concernant l'intelligence artificielle. Mais je voulais céder la parole à Philippe Vrignot, à la direction interministérielle du numérique. Alors, on ne va pas parler open data avec vous justement, mais d'autres problématiques de simplification, de facilitation des usages et des services entre administration, citoyens, entreprises. Et à ce titre-là, vous allez nous présenter quelques projets de transformation sur lesquels vous avez pu travailler, qui ont déjà été lancés depuis un certain temps, qui sont en cours de mise en œuvre au sein de la DINUM, notamment le programme Dites-le-nous une fois. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu quelle est la philosophie générale, les objectifs, où on en est aujourd'hui? En fait, si on va tout à fait dans le sens de ce qui vient d'être dit, la data, elle est utilisable pour les citoyens, elle est utilisable pour les entreprises, enfin pour le public, mais on a un sujet qui est la réutilisation de la donnée dans l'administration afin de simplifier les démarches administratives. Donc c'est vraiment un objet qui est à travailler en parallèle. Je dis bien en parallèle, parce que parfois, vous allez le voir, nos objectifs sont pas tout à fait les mêmes. Nous, l'objectif quand on crée un programme comme le programme Dites-le-nous une fois, c'est on a des données qui existent dans les administrations et on a des données qui sont demandées à des usagers dans des démarches administratives. Or, les données qu'on leur demande sont des données qui sont à côté. Comment on fait à ce moment-là pour qu'un usager n'ait pas à produire cette information dans la démarche? Ça paraît comme ça totalement simple. C'est quand même je rappellerai, c'est depuis les années 2000 que normalement il est dit qu'on n'a pas le droit de demander à un usager une information qui existe déjà dans l'administration. Bon, simplement pour que ça fonctionne, il faut qu'on arrive à s'échanger des données. Et donc en fait, il faut qu'on mette en place des plateformes d'échange. Mais vous comprenez bien que mettre en place des plateformes d'échange quand il s'agit de données de personnes morales ou de personnes physiques, c'est pas comme ça. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait un petit cadre juridique, et ce cadre juridique, il est assez simple, on ne peut exiger d'un usager, et donc forcément de l'administration qui dispose de ces données, que de l'information strictement nécessaire au traitement d'une démarche. Et donc, vous voyez que la difficulté que l'on a quand on dit qu'on fait des échanges de données, c'est pas toutes les données de la DGFiP qui sont transmises au ministère Intel pour effectuer tout un tas de procédures. Je vais vous prendre un exemple assez simple. Votre avis d'imposition. On a tout un tas de démarches administratives dans lesquelles on demande merci de bien vouloir joindre votre avis d'imposition. Mais le souci, c'est que en réalité,
Ce qui est demandé par l'administration qui a besoin de connaître votre avis d'imposition, ça n'est pas l'avis d'imposition, c'est le revenu fiscal de référence ou le nombre de parts que vous avez. Donc vous voyez bien que l'intérêt énorme qu'il y a à faire des échanges de données entre administrations, c'est que ça nous permet aussi de ne cibler auprès de l'administration qui dispose de la donnée que de l'information strictement nécessaire. Le deuxième point sur lequel il faut qu'on soit extrêmement vigilant, c'est l'information de l'usager, comme quoi il y a un transfert d'informations qui se fait entre deux acteurs publics. Cette obligation de transparence et d'information de l'usager, je dis bien information parce qu'il y a aussi la notion de consentement. Est-ce que l'usager consent au transfert de cette donnée? On n'a pas besoin du consentement dans toutes les démarches administratives, notamment quand cette information est obligatoire. Vous êtes obligé de donner cette information. Donc à ce moment-là, demander à l'usager le consentement du transfert, ça paraît pas complètement logique. Mais il n'empêche que dans tout un tas de cas, tout simplement parce que protection des données, obligation de savoir que l'usager sache qu'est-ce qu'on va faire de sa donnée, cette obligation-là, c'est une protection. Et donc il y a des transferts de données qui se font dans un cadre défini avec un consentement. Je prends un exemple tout concret. France Connect. Vous savez que France Connect, c'est le dispositif qui vous permet d'utiliser le compte que vous avez à la DGFiP pour faire votre demande auprès, je sais pas moi, de la ville de Lyon pour une demande de cantine. Justement, une demande de cantine auprès de la ville de Lyon, on va demander aujourd'hui l'avis d'imposition, demain, grâce à France Connect qui va être implémenté sur le bouton, sur le service de la ville de Lyon, j'autorise la ville de Lyon à récupérer auprès de la DGFiP strictement mon revenu fiscal de référence. Et on voit bien que l'intérêt qu'il y a de travailler avec France Connect pour n'obtenir de l'administration que la donnée essentielle. Donc, dites-nous une fois, c'est un enjeu énorme. Pourquoi? Parce que malheureusement, peu de dispositifs encore en ligne utilisent le potentiel qu'il y a de données auprès des administrations. Donc c'est un enjeu actuellement qui a été décidé au dernier comité interministériel du mois de novembre, c'est de faire que d'ici le mois de mars, sur des démarches prioritaires, en particulier les aides sociales, où là aujourd'hui, vous regardez un dossier d'aide sociale, on demande des pièces, alors qu'en réalité ces informations pourraient être tout à fait accessibles directement auprès des administrations. Donc on a décidé de prioriser sur 4 mois, on va prendre une quinzaine de démarches administratives et là, je dirais, on a demandé gentiment aux administrations de mettre en place l'échange de données pour faire en sorte que ces démarches soient réellement, à partir du deuxième trimestre 2020, simplifiées vis-à-vis de l'usager. Donc vous voyez, les enjeux sont encore tout à fait importants. Et alors justement, où en est-on précisément aujourd'hui? Parce qu'il y a déjà des choses qui fonctionnent, notamment marché public simplifié, enfin un certain nombre d'acteurs d'application, les aides publiques aussi, etc. Vous citiez l'exemple de la ville de Lyon, donc on comprend que les collectivités évidemment sont engagées là-dedans. Est-ce que vous pouvez faire un peu un état des lieux au jour d'aujourd'hui, une photo de la situation, voir en gros par rapport à un objectif d'embarquement des différents acteurs, où est-ce qu'on en est et quelle est la cible in fine? Concrètement, aujourd'hui, il y a deux grandes natures de données et on n'en est pas au même stade de développement. Concernant les données des entreprises, ça fait maintenant 4 ans que on a déployé au niveau interministériel une plateforme d'échange de données qui s'appelle l'API Entreprise. Et là, pour le coup, j'ai envie de dire, on est déjà à un stade où il y a un peu plus de 200 acteurs publics qui sont connectés, des collectivités locales, des services de l'État, les marchés publics, des aides publiques. Donc j'ai envie de dire, là, on est dans un dispositif qui présentait pas tout à fait le même risque aussi, faut avouer, ça présentait pas tout à fait le même risque. Donc là, je dirais, là, on est en train d'avancer, il y a certainement à faire beaucoup plus et beaucoup mieux, mais je dirais la tendance est déjà là. Là où on était très en retard, c'est sur les échanges de données autour de la personne physique. Alors il y avait évidemment des échanges qui se faisaient déjà entre les caisses maladie et la DGFiP, c'est-à-dire des choses qui se faisaient au niveau des gros dispositifs, des gros systèmes d'information pour des grosses procédures et des grandes démarches. Là où on a un souci, c'est quand on veut descendre au niveau de démarches administratives qui sont parfois moins importantes, moins volumineuses, mais qui ont tout autant besoin de simplifier avec des transferts de données. Là, on est dans un programme qui est vraiment en cours, ça a été lancé, c'est la cible des 250 démarches prioritaires, là on est vraiment lancé dessus, et cette priorité, c'est sur l'année 2020, d'élargir le plus largement possible, et surtout accélérer, c'est l'objectif même de la DINUM d'ailleurs, d'accélérer
cette transformation publique au travers du transfert de données et des échanges de données entre administrations. Les enjeux, ils sont en ligne, hein. Enfin, il suffit d'aller regarder. On a mis en place un tableau de bord des démarches administratives prioritaires, les 250, et puis on a mis une petite colonne, qui est la dernière colonne qui a été rajoutée. Est-ce que oui ou non, cette démarche met en place, le dites-nous une fois, et on mesure tous les 3 mois si, oui ou non, ces services ont implémenté l'accès direct à la donnée, et donc c'est en ligne, tout le monde peut savoir si, oui ou non, on avance sur ce sujet. Très bien. Ça, c'est le programme Dites-le nous une fois. Autre exemple de projet ou de dispositif, c'est démarche simplifiée. Et là, on est plus sur le volet, on va dire, dématérialisation des démarches administratives. Là aussi, est-ce que vous pouvez nous faire un peu un état des lieux et rappeler aussi peut-être l'objectif général? Alors, c'est vrai que il y a un enjeu qui n'est pas récent, qui est de dématérialiser les démarches administratives. On en reparlera tout à l'heure, le contexte est un petit peu différent, mais l'objectif du 100% des maths qui avait été lancé, l'ancienne, c'est pas nouveau, hein. La difficulté qu'on a remarqué, c'est que si on regardait il y a encore 1 an ou 2 où on en était en matière de dématérialisation, en fait, on avait fait les grosses démarches, pas de problème. La difficulté, c'est qu'on a en France énormément de démarches administratives que je dirais de faible et moyenne volumétrie. Et pour autant, je peux vous dire que dans les services, c'est quand même des démarches qui prennent énormément de temps, qui au niveau des usagers sont parfois récurrentes, mais qui ne vont pas concerner beaucoup d'usagers. Mais par contre, vous les avez partout. Et donc, on avait un problème, c'est que les outils qui sont mis à disposition aujourd'hui des agents publics ou des acteurs publics pour faire de la démat, je dirais de manière industrielle, n'existaient pas. Et donc, on a lancé un produit qui est effectivement une plateforme de dématérialisation qui fonctionne vraiment en mode de plateforme. Hein. Tout est en ligne, vous êtes un agent traitant, vous voulez faire votre formulaire, vous avez une interface qui vous permet de créer des champs, comme avec, faut pas le citer, mais Google Form ou Typeform. Enfin, c'est des outils qui permettent d'être pris en main par n'importe quel agent public. Et donc ça, on a commencé à le déployer il y a 4 ans. Et depuis l'an dernier, on l'a cette fois-ci accéléré le développement. Donc ça permet de faire des formulaires en ligne, et ça permet aux usagers de remplir leur dossier. Et on applique évidemment le dites-le nous une fois, nativement, hein, on a intégré l'API entreprise, Rentrer un SIRET, on récupère tout, et on a intégré France Connect. Donc ce qui veut dire que quand une administration utilise le démarche simplifiée, elle n'a pas besoin de se poser la question, est-ce qu'on est France Connect, est-ce qu'on est ça, est-ce qu'on est RGA, tout est intégré dedans. Et en même temps, on a assuré toute l'instruction, c'est-à-dire toute l'instruction se fait en ligne. Donc du coup, on a un bout en bout, on peut gérer le bout en bout du moment où l'administration veut faire une démarche jusqu'à la décision qui va être prise en ligne. C'est vraiment la dématérialisation complète. Alors où est-ce qu'on en est? Écoutez, les résultats sont pas inintéressants. On était à 10 000 dossiers déposés fin 2017, 100 000 dossiers fin 2018, et on arrive à 800 000 dossiers déposés fin 2019, là, maintenant. Il y a 400 acteurs publics qui l'utilisent, 400 entités, hein, toutes les préfectures l'utilisent quasiment. On est à plus de 25 000 agents instructeurs, qui instruisent en ligne les dossiers. Un peu plus de 600 000 comptes. Donc, c'est un projet qui est parti d'une start-up d'État. Enfin, on a démarré avec 3 bouts de ficelle, comme ça, et maintenant, donc, c'est un produit qui devient pérenne, utilisé par tous les ministères. Et nous avons, cet après-midi même, une réunion importante avec tous les DSI pour savoir justement comment on fait de cette plateforme une vraie plateforme interministérielle et mutualisée. Très bien. Écoutez, merci. On vient de faire là, déjà un premier tour d'horizon un peu des initiatives, des démarches, des programmes qui peuvent exister dont vous nous avez parlé. Donc le thème aujourd'hui, c'est la transformation numérique des services publics. Donc on ne peut pas ne pas parler d'intelligence artificielle. Et donc Stéphane, je me retourne vers vous. Est-ce que l'IA, c'est un nouveau chantier pour l'administrateur des données? Autrement dit, aussi, en quoi l'intelligence artificielle transforme la façon dont on peut analyser, valoriser, partager les datas aujourd'hui? Alors effectivement, on en parle beaucoup de l'IA en ce moment, hein, ça devient un sujet fortement à la mode, hein, il suffit de regarder un petit peu la presse. Après, on lit malheureusement quand même beaucoup de bêtises, hein, et notamment au travers de l'emploi, par exemple, on dit que l'intelligence artificielle, les robots vont remplacer notre travail, ils vont peut-être remplacer les administrateurs de données, ils vont peut-être remplacer aussi Philippe, hein, je ne sais pas. Donc en tous les cas, on peut se poser un certain nombre de questions. En revanche, je pense qu'il faut aussi raison garder sur ces sujets et on doit l'attraper de manière relativement sérieuse
Et progressive. Au ministère, on parle peut-être moins d'intelligence artificielle, mais peut-être plutôt de l'intelligence augmentée, c'est-à-dire qu'on cherche plutôt à aider l'agent, là en particulier, dans sa mission. Et de savoir comment l'intelligence artificielle va lui permettre de mieux travailler en lui permettant des actions qui n'étaient presque pas envisageables parce que trop complexes, trop importantes, trop volumineuses. Et donc c'est en ça que ça peut être un vrai facteur de transformation au sein des ministères. C'est un nouveau chantier pour les administrateurs de données puisque en général sur l'IA, on a besoin de données justement pour que ça fonctionne. Et donc mécaniquement, on se retourne sur ceux qui produisent la donnée pour y avoir accès. Tout à l'heure, effectivement, Philippe nous expliquait qu'il y a besoin d'échanger des données entre administrations. L'IA, si on veut traiter un certain nombre de sujets, il faut qu'on accède aussi à nos propres données. C'est un premier chantier. Il faut qu'on accède également aux données d'autres administrations. Et donc, c'est un vrai... le point de rencontre, finalement, c'est donc ces administrateurs de données. Et donc, on a besoin d'eux pour faire en sorte que les données puissent circuler et qu'on puisse ensuite pouvoir utiliser toutes ces solutions qui peuvent parfois être un peu magiques, comment on peut les déployer dans nos métiers. On peut citer aussi, il y a des appels à manifestation d'intérêt qui ont été lancés sur l'intelligence artificielle, justement, notamment pour accompagner les administrations qui souhaitent expérimenter des solutions. Exactement, c'est des nouveaux chantiers qui se lancent. Donc il y a côté d'INU, il y a effectivement un laboratoire qui s'est installé et qui permet d'accompagner justement tous les ministères sur ces sujets. Ils ont lancé à 2 reprises des appels à manifestation d'intérêt autour de l'intelligence artificielle pour identifier justement des sujets. Les ministères économiques et financiers, 4 projets ont été retenus qui sont aujourd'hui en cours de cadrage et qui donneront des développements en 2020. Donc par exemple sur comment on peut détecter des clauses abusives dans des contrats. Aujourd'hui les contrats c'est hyper important, on en signe tous souvent, c'est écrit en police 4, donc c'est tout petit, on n'a pas le temps de les lire, ça fait parfois des dizaines de pages. De pouvoir identifier les clauses qui sont abusives, ça peut être compliqué. Et donc là, on va utiliser justement ces outils d'IA qui vont permettre d'accompagner à la signature finalement de ces contrats et éviter de signer finalement des clauses qui pourraient être abusives. Est-ce que vous pouvez nous donner aussi quelques perspectives sur quelques projets IA et data là, qui vont arriver dans les prochains mois, en courant 2020 ? Oui, alors on a effectivement en 2020 un certain nombre de projets qu'on lance autour de la donnée. Hein. Ce que j'évoquais tout à l'heure, ce qui est important pour nous, c'est sur notre portail Open Data de pouvoir rencontrer cette communauté pour améliorer ce portail. On a également des projets à la douane, autour de la donnée également, de comment on peut transformer le métier de douanier grâce à la donnée. On a également d'autres projets autour de l'IA et notamment à la DGFiP sur des chatbots, sur de l'analyse automatique de documents, sur de la classification quand on reçoit par exemple des mails, qu'on a besoin de savoir à qui on doit les router pour les faire traiter, de pouvoir les classifier de manière automatique pour trouver la bonne personne qui va pouvoir les traiter, c'est important et c'est des vrais facteurs de simplification. Aujourd'hui, on n'a pas besoin forcément d'avoir des gens qui classent ce type de document. Donc on a énormément de projets qui tournent autour de ces sujets et qui vont permettre vraiment au ministère de simplifier un certain nombre de métiers et finalement voilà, de rentrer dans un côté relativement innovant dans notre action. Alors, quand on dit transformation numérique de service public, évidemment aussi, ça concerne les agents ou la façon dont on peut travailler et forcément, il faut qu'on parle aussi emploi et recrutement, puisqu'il y a des vrais enjeux, je crois, autour de ces problématiques de recrutement, en tout cas aussi d'évolution des compétences associées à l'utilisation de la data. Oui. En fait, il y a 2 aspects en fait, sur ce problème. Il y a à la fois d'être en capacité de former et de recruter des experts de la donnée, des experts dans ces solutions, par l'intelligence artificielle, donc à la fois donc, de recruter et de former les agents, mais on doit également former les agents, ceux qui sont en poste déjà aujourd'hui, mais qui ne vont pas développer des algorithmes et qui ne vont pas être data scientists, mais
qui vont être impactés par la donnée, qui vont être impactés par l'intelligence artificielle. Parce qu'ils ont besoin d'être en capacité de comprendre ce qu'on va leur proposer. Si on leur donne des outils sans leur expliquer le fonctionnement, c'est gênant. Et donc on doit vraiment, il y a un vrai enjeu, je crois, d'accompagner à la fois les agents qui sont concernés et dont les métiers vont évoluer, et également d'être en capacité d'innover, et donc de recruter et de former pour qu'on ait les bonnes expertises autour de la donnée et de l'IA au sein des ministères économiques et financiers, mais je pense que c'est globalement au sein de l'État de manière plus large. Donc Bercy recrute notamment des data scientists. Exactement, et donc aujourd'hui on a, il y a je crois 28 postes qui sont ouverts, qui sont accessibles sur la plateforme Passerelle et qui permettent, c'est des compétences plutôt rares que l'on recherche et candidater. Est-ce que c'est des problématiques aussi que vous rencontrez à la DINUM, ces problématiques donc d'évolution des compétences, de recrutement sur des spécificités ou des métiers en tension? Alors, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la transformation publique, elle va se faire qu'avec des gens qui ont la capacité de comprendre le monde dans lequel on va vivre demain. Et on a un sujet talent, c'est d'ailleurs, puisque le sujet c'est comment est-ce que la DINUM accompagne ce mouvement de transformation publique, et un des enjeux, c'est les talents, c'est recruter les talents. Recruter et les garder, ce qui est pas simple, parce que comme on est en concurrence directe avec des acteurs du privé, et que c'est vrai qu'on n'a pas tout à fait la même possibilité de définir ou de donner des stock options aux gens. Donc nous, c'est l'intérêt de venir travailler pour le service public. On en trouve, il y en a qui viennent, mais c'est vrai qu'on a un vrai sujet. Donc ça fait partie d'ailleurs des 4 grands axes de la DINUM en termes d'accompagnement de la transformation publique. C'est talent, on sait très bien que c'est un des enjeux. D'abord, aider ceux qui sont déjà agents à progresser vers ces nouveaux métiers, ces nouvelles compétences. Et là-dessus, on a tout un sujet, par exemple, de tout le potentiel qu'il y a des gens qui font du développement informatique, comment on les oriente. Je sais qu'à la DGFiP, c'est un sujet qui est prégnant, mais les compétences sont là. Donc on a un vrai sujet talent. C'est essentiel. C'est important de bien indiquer qu'effectivement, on recrute, mais on forme aussi en interne. Il y a beaucoup de compétences déjà au sein des ministères, et il faut qu'on accompagne aussi encore plus loin toute cette expertise autour de ces sujets nouveaux. Et donc parmi aussi ces problématiques d'accélération de la transformation numérique que vous citiez, et là je reviens à la TechGouv, à la feuille de route qui a été annoncée, il y a notamment un projet sur lequel vous travaillez, qui est le dossier numérique citoyen, donc qui est assez avancé, mais avec une perspective de mise à disposition prochainement. Est-ce que là aussi vous pouvez nous faire une petite revue de détails sur les objectifs, les enjeux, qui est véritablement concerné et où on en est dans la mise à disposition en fait de ce service? Alors, le dossier numérique du citoyen, c'est un sujet qui est vieux. On le revoit venir régulièrement. C'est comment on donne aux citoyens, à l'usager, une vision de sa relation à l'administration qui soit la plus simple possible au travers d'un moyen numérique, puisque c'est de ça dont on parle, qui lui permettent en fait d'avoir une vision transverse de tout ce qui se passe dans l'administration le concernant. C'est une vision qui a aussi beaucoup été influencée par ce qui se passe à l'étranger. On est en retard en France, à la fois sur l'identité numérique de la personne et sur les services qui sont attachés à cette identité numérique. Vous savez que quand vous allez en Belgique, vous avez une carte nationale d'identité, et avec ça, vous faites énormément de procédures. En France, on n'en est pas là. Donc l'idée de travailler sur le dossier numérique du citoyen, ou ce compte citoyen, compte unique citoyen, c'est 3 objets. Premier, est-ce qu'on est capable de mettre à disposition de l'usager toutes les données que l'administration a sur lui? C'est un premier enjeu, cette vue de transparence. Le deuxième, c'est quelque chose qui paraît complètement fou, mais aujourd'hui, c'est plus facile de suivre l'état de cuisson de la pizza que vous avez commandée dans votre pizzeria du coin, que de savoir où en est l'état d'avancement de votre dossier que vous avez déposé dans une administration. On a un décalage considérable entre ce que vous propose Colissimo ou Amazon et ce que vous propose le dossier que vous avez déposé auprès de votre caisse d'allocation familiale. Et encore, s'ils m'écoutent, ils vont dire que ça marche très bien chez eux. Donc on a un décalage. Et comment faire en sorte qu'on soit en capacité de proposer à l'usager un niveau de service sur l'état d'avancement des dossiers qui soit tout simplement ce qu'on connaît à l'extérieur. Là, c'est le deuxième niveau. Le troisième niveau,
Alors, comment faire en sorte qu'avec toutes les informations qu'on a sur les usagers dans les administrations, on leur permette de générer parce que le justificatif qui reprend les données strictement nécessaires quand il inscrit son enfant à la cantine, quand il inscrit à la crèche, quand il inscrit au club de sport. Parce que le club de sport, on va lui demander aussi l'avis d'imposition, alors qu'en fait, on est d'accord, on n'en a juste pas besoin. Okay. Donc, comment faire en sorte de lui proposer une espèce de générateur de forme de justificatif en PDF, en data vérifiable, peut-être même en données, quand ceux qui rendent des données. Donc voilà, donc on a un gros enjeu là-dessus. Et puis on a des enjeux aussi de comment on met en relation l'usager avec les administrations qui sont en mesure de répondre à son besoin. C'est-à-dire, on a des besoins, on connaît une partie de vos besoins, vous nous faites part de vos besoins, on est en capacité de vous mettre en relation. Allez, prenons un exemple. Vous voulez réserver un taxi, aujourd'hui, vous avez le taxi qui habite à côté de chez vous. Et bien demain, alors, ce que je dis va faire surgir et bondir. Eh bien, demain, j'arrive dans une administration, eh bien, tiens, l'agent public qui est disponible pour me renseigner et qui accède à mon dossier, il est au 3e étage, j'ai juste à y aller directement. J'ai même pas besoin de passer par un, voilà. Donc, tout ça, c'est un peu du rêve, hein. Derrière, il y a des problématiques de RP, il y a des problèmes il y a des problématiques de connaissances transverses d'un usager dans les différentes administrations. Est-ce qu'on est capable aujourd'hui, dans une maison France Service, quand un usager arrive, avec l'agent polyvalent qui est devant lui, ah ben attendez, monsieur, voilà, vous me donnez une information, vous en êtes là à la CAF, vous en êtes là avec votre social, ainsi de suite. Toute cette approche transverse de l'usager, c'est les ambitions qu'il y a derrière le dossier numérique du citoyen. On va commencer par quelque chose de simple, la mise à disposition de données, la mise à disposition des documents administratifs, mais au moment opportun, pas un coffre-fort électronique, c'est au moment opportun de la démarche, la possibilité de générer, commencer à proposer la génération de justificatifs avec la donnée dont on dispose. Et on va commencer aussi à avoir un état de suivi des démarches, mais uniquement avec les administrations qui le peuvent, parce que concrètement, nos SI n'ont pas encore prévu la remontée des données d'état dans l'ensemble du dossier. Donc ça, c'est les enjeux. Donc on a une première maquette qui tourne, qu'on va commencer à faire circuler, parce que franchement, ce qui compte, c'est les usages. S'il faut que les usagers, il faut que les citoyens viennent nous dire « ça nous sert à quelque chose », et aux administrations aussi. Donc les enjeux sont essentiellement des problématiques d'échange de données. Donc vous voyez, tout se tient. Hein. Derrière tout ça, il y a la donnée. Hein. S'il n'y a pas d'échange de données, il n'y a pas de DNC. Donc on est là-dessus, il y a des enjeux forts avec l'idée aussi de répondre à des besoins extrêmement concrets des usagers. Et donc ça prendra la forme d'un petit outil, certainement une application mobile, hein, parce que c'est plus sécurisant, plus sécurisé aussi, et puis c'est plus réactif. Et peut-être aussi d'un service qui sera accessible partout où il y a le bouton France Connect. Ce ne sera pas un nouveau site internet, c'est partout où il y a un bouton France Connect, vous pourrez accéder à votre dossier numérique citoyen. Voilà les enjeux. Et donc les citoyens sont associés là, à la démarche. Oui, mais les citoyens nous... Alors c'est intéressant parce qu'on a fait un travail avec de notre côté, puis un jour on a rencontré des citoyens, puis ils nous ont dit mais non, c'est pas ça qu'on veut, c'est ça. Et donc on se remet en cause, on ajuste, mais c'est un travail passionnant, Et donc là on le fera avec tout le monde, hein. Là, tout seul on n'y arrivera pas. On est aussi citoyen. Hein. Oui aussi, donc on le vit aussi. Voilà. J'inscris ma fille à la cantine. Voilà, exactement. Tout le monde peut y contribuer. Dernière partie en forme de conclusion, puisqu'on arrive au terme de nos échanges. Stéphane, vous avez organisé là quelques jours, quelques semaines, fin novembre, dans le cadre de la semaine de l'innovation publique, d'ailleurs pilotée par la direction interministérielle de la transformation publique. Vous avez organisé donc à Bercy une journée de la donnée. Est-ce que vous pouvez nous résumer un peu les principaux enseignements qu'il faut en tirer? Quel type de projets ou de démarches vous ont particulièrement semblé révélateurs justement de la prise en compte de la donnée pour transformer l'action publique? Alors, juste en quelques mots peut-être sur cette journée, effectivement. Donc, c'était le 29 novembre dernier. Hein. On a souhaité finalement démystifier un certain nombre de sujets autour de la donnée. Donc, c'était une journée plutôt orientée vers les agents de ce ministère. Et on a présenté, il y a eu 2 tables rondes, une sur l'intelligence artificielle qu'on évoquait tout à l'heure, une sur les compétences, parce qu'on considère, ce que j'ai dit tout à l'heure, comme un énorme élément le capital humain est un énorme élément levier de la transformation numérique des ministères. Et on a fait intervenir toutes les directions au travers d'ateliers. Donc on a fait 28 ateliers pendant toute la journée,
et chacun est venu présenter son innovation, on va dire, hein, autour de la donnée. Et donc, on avait par exemple l'INSEE qui nous présentait comment ils avaient mis en qualité les données de la base électorale. Alors, ça peut paraître à la fois fastidieux probablement et complexe. En revanche, ça a des enjeux de transparence et de démocratique immense, hein, puisque l'objectif, c'est qu'une personne puisse apporter dans un vote une voix, et pas avec 2 voix ou 3 voix. Et donc, il y a un vrai sujet d'être en capacité de dédoublonner, de supprimer les doublons des listes électorales. Donc voilà, donc on est sur des enjeux parfois qu'on n'identifie pas, ou mal, et donc cette journée sert à ça, c'est-à-dire elle permet de dire la mise en qualité, qui est un sujet finalement pour le data scientist ou pour les métiers de la data, quelque chose d'assez technique, en fait, emporte des enjeux démocratiques. Et ça, voilà, il faut l'illustrer au travers de cette journée, ça avait cette vocation-là d'essayer de s'auto-bousculer et de dire comment on peut agir autour de la donnée pour 2020. Alors justement, ça sera la dernière question que je vous pose à tous les deux, qui est un peu en prolongement de ce que vous évoquiez. C'est sur ces enjeux là qui sont un peu plus macro, on va dire, enjeux démocratiques, de souveraineté, d'intégration dans le pilotage des politiques publiques, de la donnée, enfin, que ce soit la mise à disposition, l'échange, etc. Comment est-ce que vous voyez justement le rôle de l'État dans tout ça par rapport à la stratégie de la donnée en général? Je vous pose la question à tous les deux. Stéphane? C'est une question compliquée. Ce qui est important, c'est que nous on essaye vraiment. Moi, j'ai une vision. Oui, alors il y a des enjeux, c'est évident, je les ai évoqués. Il faut qu'on ait aussi quelque chose d'assez pratique et qu'on essaye d'accompagner progressivement. Mon ambition, c'est ça, d'accompagner progressivement toutes les directions au travers des nouvelles technologies, au travers de la donnée, que ce soit justement un vrai levier de transformation au sein des ministères économiques et financiers. Et donc on a aujourd'hui essayé de structurer toute notre action autour de 3 axes, hein, la culturation massive, sur l'architecture de la donnée qu'on évoquait tout à l'heure, la mise en qualité, l'anonymisation. On parlait beaucoup d'échanges de données. Parfois, effectivement, il faut pouvoir anonymiser, garantir aussi la protection des données personnelles. Donc tout ça, c'est des équations assez compliquées. Et pour terminer, en termes de rebouclage, ce qu'on a initié au début, hein, le 3e axe, c'est la valorisation de tout cela. Et ça prend naissance en partie pour tous au travers de l'open data, avec l'ouverture des données. Et concernant, alors c'est intéressant la question parce que c'est un sujet qu'on traite dans le dossier numérique du citoyen en même temps qu'on travaille sur des aspects que je vous décris qui sont très techniques, à la limite, hein, ou très usage. En parallèle, je travaille avec Sciences Po, avec Sciences Politiques Paris, parce que derrière cette notion de dossier numérique du citoyen, il y a l'idée, est-ce que ça ne va pas changer le rapport que le citoyen a avec le politique et avec l'administration? Et donc ça, c'est un sujet qui est plutôt effectivement de leur domaine. Donc il y a deux élèves deux équipes de sciences politiques qui vont travailler sur comment ces objets numériques peuvent conduire ou pas à transformer aussi la vie citoyenne et le rapport du citoyen avec sa vie politique. Et ça, c'est intéressant. On ne sait pas ce que ça va donner, mais on pressent quand même que, voilà, si j'ai une transparence sur toutes les données que je connais, si j'ai une transparence, est-ce que je peux du coup rentrer en communication avec quelqu'un qui est à côté de moi? Est-ce que je peux participer à un référendum? Est-ce que je peux participer à ma vie locale? Est-ce que du coup je peux proposer des informations à d'autres acteurs? Je ne sais pas, on n'a pas encore le contenu, mais l'idée c'est bien ça, c'est que travailler le numérique, élargir la capacité de transparence, c'est toucher forcément à des fondements d'une manière d'appréhender la relation que le citoyen a avec le politique, hein, pas avec la politique, avec le politique. Donc ça, c'est un sujet qui est vraiment au cœur, on le travaille en même temps, et ça va nous permettre aussi d'identifier ces autres usages qu'on n'avait pas du tout en tête au moment où on a imaginé, ou qu'on a essayé d'imaginer, je dis bien, la façon dont les usagers veulent avoir ce rapport avec l'administration, déjà en se simplifiant la vie. Donc on aura sans doute l'occasion de revenir sur ces problématiques-là au cours de futures séquences. Merci à tous les deux pour votre présence et votre participation aujourd'hui. On a dépassé un peu l'horaire prévu, mais c'était très intéressant. Je crois, même si on n'a pas été exhaustif, c'était pas l'enjeu. Mais en tout cas, ça vous a donné à voir quelques-unes des initiatives, des démarches, des projets qui sont déjà en cours dans cette logique de transformation numérique de l'action publique. Juste pour terminer,
On vous donne rendez-vous le 23 janvier prochain à Bercy Innov. Donc c'est le grand rendez-vous de l'innovation à Bercy au ministère, où notamment aussi vous retrouverez un espace social room avec un café aussi économique virtuel dans le cadre de cette journée sur le thème comment associer performance des services publics, transformation managériale, transformation publique. Et là, on aura aussi des experts avec nous pour en parler. Merci à tous pour votre attention et rendez-vous donc à partir de janvier sur le blog des cafés économiques. Vous pourrez retrouver notamment aussi là la vidéo de cet enregistrement aujourd'hui et puis le programme des prochains rendez-vous café économique. Si vous souhaitez vous inscrire, n'hésitez pas donc à nous retrouver sur le blog. Merci et à bientôt.